Vous avez la parole. Bien, bonjour à tous. Tout le monde m'entend? Impeccable. Alors, c'est effectivement un titre un peu long, voire un peu obscur, mais c'est pas grave, j'assume. J'espère que ce sera beaucoup plus clair quand je vous aurai expliqué les différentes composantes, et vous allez voir que c'est extrêmement d'actualité, selon moi. On va commencer par une digression. Nous sommes donc en septembre, ça n'aura échappé à personne. J'ai commencé à travailler sur ces sujets il y a un petit paquet d'années maintenant, suite aux attentats des GIA sur le sol français en 1995. La question, deux questions sont immédiatement apparues, je pense qu'on les a tous eues, ces questions en tête, c'est comment c'est possible, qui peut avoir des idées aussi saugrenues de mettre des bombes à l'intérieur d'un métro, pourquoi? Et la deuxième question, c'est comment réagit le public, comment nous on réagit en tant qu'individu à des menaces, des peurs collectives comme ça, qui irradient dans l'ensemble de la communauté, de la population ou d'un pays. Donc c'était mon point de départ. Je suis un psychologue expérimental, donc je fais des études expérimentales de nature le plus scientifique possible sur ses comportements, sur ses opinions, sur ses attitudes. Et donc, je voyais mal comment on pouvait étudier ces phénomènes de radicalité et d'extrémisme mental, cognitif, etc. à cette époque. Et je me suis donc consacré aux effets de la menace. Ça nous intéresse aussi parce que nous sommes dans une période menaçante. Donc je fais un petit point très rapide sur ces notions-là. C'est une digression, hein, on est bien d'accord. La notion de risque d'abord. Ce que beaucoup ignorent, c'est que c'est étudié en psychologie depuis des années, en histoire, en anthropologie. Donc ce rapport au risque est défini globalement autour de deux grandes notions, c'est-à-dire le contrôle supposé, c'est-à-dire la capacité que nous avons à agir sur une situation. C'est beaucoup plus simple d'évaluer un risque comme mineur, par exemple pour la cigarette, puisque j'arrête quand je veux, il n'y a pas de problème, hein, je maîtrise parfaitement la situation. Et par exemple par rapport au risque nucléaire. On a des rapports au risque qui peuvent être très très variables. Et de l'incidence, c'est-à-dire de l'instant catastrophe, c'est-à-dire du nombre de morts, en gros, si vous voulez, on résume un petit peu la situation. Donc voilà, ça c'est le risque, en fait c'est une simple mesure, on peut presque le calculer le risque. Ensuite il y a la peur, alors ça c'est ce qui est employé un peu partout, vous voyez ça partout, ils cherchent à faire peur, les marchands de peur, etc. Nous en psychologie, la peur c'est un état, s'il y a quelque chose vaguement qui apparaît, c'est un état spécifique que vous avez peut-être ressenti, augmentation du rythme cardiaque, sudation, il y a tout un ensemble d'événements mentaux qui se passent, on a tout un système qui se met en route, et cette peur en fait, à part autour d'un événement dramatique ou d'une catastrophe, elle est très très peu diffusée. C'est pas une sensation ou une émotion qu'on ressent plus que ça en dehors du moment précis. Ce qu'on ressent éventuellement, c'est de l'anxiété, diraient les psychologues, c'est-à-dire cet état comme ça où on est anxieux de ce qui va se passer, où on a une anticipation un peu négative, une montée des affects négatifs, ou une angoisse à la Kierkegaard, une angoisse existentielle qui est pas forcément focalisée sur un des éléments. Donc voilà pour la peur. Alors nous, on s'est plutôt du coup intéressé au sentiment de menace, qui est vraiment l'idée qui risque de se produire, on a l'idée du risque, hein, qui risque de se produire quelque chose de néfaste dans notre vie. Donc ça caractérise un petit paquet de situations, on entend ça beaucoup, nous sommes dans des situations de menace, c'est-à-dire que nous risquons des événements négatifs. La recherche, depuis un petit paquet d'années qu'elle s'intéresse à ça, a montré que ça produit un certain nombre de choses. Je ne vais pas tout lister ici, de la même manière que j'ai pris le parti pris de ne mettre aucune référence scientifique, ou très très peu, pour éviter d'alourdir votre charge cognitive momentanée ici. Alors ça produit très souvent une fermeture cognitive, c'est-à-dire qu'on arrête de réfléchir aux autres, au reste, parce qu'on est focalisé sur l'objet de cette menace. On a constaté aussi que ça provoquait souvent un enfermement identitaire. C'est-à-dire qu'on a tendance à se regrouper avec les siens, et du fait de ce regroupement, on a tendance à un peu plus rejeter les autres. Et ça provoque aussi une radicalisation idéologique. Ça, on en reparlera. La menace en tant que... On a beaucoup aussi, on discute beaucoup dans la littérature, dans les livres, de cet aspect de menace en tant qu'élément rhétorique, et comme objet finalement très politique. Donc il y a eu beaucoup de livres écrits, un très bon de Corey Robbins qui s'appelle « La peur, histoire d'une idée politique », qui parle de cette menace-là, il l'appelle la peur du coup.
C'est très vieux, hein. On a Machiavel, on a Hobbes, tout ça, l'idée de menacer pour obtenir quelque chose, c'est pas vraiment le scoop de l'année. Donc c'est évidemment quelque chose qui est complètement à l'intérieur de ce travail-là. On l'utilise aussi en termes de publicité, par exemple, c'est ce que vous voyez, ce qu'on appelle l'appel à la peur en psychologie, lorsque vous voyez les petites photos de cancer sur les paquets de cigarettes. Hein, c'est bien un appel à la peur, on est bien en train de vous menacer de ce qui risque de vous arriver si vous n'arrêtez pas de fumer. Ça ne marche pas super bien d'ailleurs, pour être parfaitement honnête. Une des caractéristiques, c'est très souvent, ça renvoie à une certaine forme de peur de la mort ou de perte de sens relativement existentielle, et que tous ces deux éléments de perte augmentent les effets que j'ai décrits un peu plus haut. Ok, c'est la digression finie, on revient à notre état actuel, hein, donc état Covidé, depuis 2 ans. Donc ces événements-là sont jugés à l'aune de ce que je viens de dire, c'est-à-dire des aspects de risque, des aspects de menace. Certains ont appelé ça des signes noirs, c'est-à-dire c'est des éléments tellement disruptifs dans notre quotidien qu'on a du mal à les appréhender. Et mentalement, c'est un vrai travail, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Alors le 11 septembre, encore moins, puisqu'on n'avait pas d'équivalent. Les épidémies, malgré ces fameux marchands de peur, il y en a eu plein, hein, c'est pas vraiment non plus une nouveauté. À la rigueur, ce qui est nouveau, c'est la rapidité, la diffusion d'informations, mais voilà. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous décrire un peu plus en détail un état très particulier qu'on a vu émerger ces derniers temps dans les manifestations anti-pass et anti-vax. Une sorte de mélange un petit peu étrange de médecine parallèle, médecine douce, raisonnement alternatif, pensée ésotérique et de complotisme. Donc on a vu ça, hein, la presse l'a décrite hein, d'ailleurs, hein, suite à différents interviews et études par sondage. L'ami Vilut, d'ailleurs, puisqu'on en parlait, a fait également état de ce type de point d'entrée dans les dérives sectaires, donc en particulier sur toutes ces médecines alternatives ou toutes ces pratiques alternatives liées à la santé. Donc ici c'était le yoga, mais voilà, on a aussi des phénomènes assez récurrents maintenant sur la naturopathie. Là, il y a un monsieur qui vient d'être condamné aujourd'hui ou hier pour exercice illégal de la médecine suite à la mort d'un patient du fait de son cancer. Là, il y a une dame qui est morte parce qu'elle a arrêté de manger, ce qui est quand même assez problématique pour l'être humain, normalement, pendant trop longtemps. Donc voilà, c'est des points d'entrée. Et ça a été décrit en psychologie sous le thème, sur un terme très spécifique qui est la conspiritualité. Alors, qu'est-ce que c'est que cette conspiritualité? C'est ce qu'on va essayer d'explorer aujourd'hui, et on va voir ensuite à quel point c'est un système monologique. Aucun problème pour les interactions, hein, comme ça a été dit, vous pouvez m'interrompre, on peut discuter, il n'y a pas de souci. Hein, je ne suis pas en train de professer comme ça dans le vide. On peut réserver un quart d'heure? On peut réserver un quart d'heure à la fin, on peut faire comme on veut. Ok. Donc, ce que je vais essayer de me passer comme message, c'est que les gens qui ont ce type de croyance, et c'est leur droit, ils cherchent à comprendre. Ils ne sont pas idiots, l'intelligence en tant que telle, c'est pas un prédicteur très très bon. Une partie de l'intelligence, si, mais pas l'intelligence générale, c'est pas tout à fait vrai. C'est des gens qui cherchent à comprendre, mais ils ne savent pas comment, ils n'ont pas les bonnes méthodes. On va discuter probablement de méthodologie scientifique avec les pseudosciences, etc. C'est une démarche, la science, c'est une manière de penser les choses. Et ces personnes-là, ils ont d'autres manières d'acquérir de savoir, de la compréhension du monde qui les entoure. Donc c'est ce qu'on appelle la curiosité épistémique, c'est l'engrangement des connaissances, c'est-à-dire notre capacité à aller faire nos propres recherches pour essayer d'expliquer, de comprendre le monde qui nous entoure, ce qu'on fait tous les jours, hein. Ce qu'on fait à moindre titre et dans les choses un peu plus grandes comme ce qui se passe en ce moment. Donc là, c'est une curiosité épistémique, mais dévoyée, c'est-à-dire que les recherches ne se font pas dans le bon sens et pas forcément dans la même chose. Mais alors cet objet-là, la conspiritualité, moi je la trouve vraiment intéressante. C'est un objet très très particulier. Ça part du New Age.
Ça a été décrit par des chercheurs il y a quelques années maintenant, parce qu'on a l'impression que là encore que c'est une émergence, hein. Comme les études sur le terrorisme et tout ça, on a eu l'impression que ça a commencé à partir du 11 septembre, ce qui n'est pas du tout le cas. Elles avaient déjà plusieurs dizaines d'années, et là c'est un peu pareil, on redécouvre des choses comme ça. Donc ça porte un nom, ça s'appelle la conspiritualité, et c'est donc un mélange de New Age et de conspiration, donc de pratiques alternatives, de médecine non fondée scientifiquement, de pratiques ésotériques, d'un certain nombre de choses, avec des principes de base. Rien n'arrive par hasard. Commun aux deux, rien n'est tout à fait ce qui paraît d'être. Il y a toujours quelque chose d'un peu caché. Et la deuxième caractéristique qu'on retrouve, non seulement dans les discours, mais dans la manière de fonctionner, c'est que tout est connecté. Il y a une interliaison dans tous les phénomènes qui se produisent, ce qui va avec rien n'est dû au hasard. Il y a vraiment cette notion de lien. Donc cette vague New Age, on la connaît depuis des années, hein, c'est une sorte de résurgence de formes anciennes de savoir qu'on veut traditionnelles, traditionnalistes, ancrées dans la nature, dans mère nature, qui apparaît maintenant sur les réseaux sociaux comme un personnage à part entière. C'est un mélange de mysticisme, d'ésotérisme, et pour les plus anciens, on voit très bien à quel point c'est ancré dans la passion occidentale pour le Moyen-Orient et l'Orient des années 60 et 70 même. Voilà. Il y a toujours un rapport à un savoir millénaire, opposé au savoir scientifique d'ailleurs la plupart du temps, et un rapport à des connaissances originelles qu'on aurait perdues entre-temps par notre forme de raison un peu perverse, notre scientisme jusqu'au boutiste qui nous a fait perdre notre âme. Voilà. C'est toujours une spiritualité qui explique aux gens qui vont dans des transformations et dans de l'éveil individuel. Hein. C'est quelque chose de très individualiste en fait. Hein. Mais voilà, on va revoir ça un petit peu plus en détail. Là encore, on va essayer de décrire les points communs qu'il y a entre cette spiritualité et les théories du complot. Alors je ne vais pas rentrer dans les théories du complot parce que ce n'est pas l'objet ici, mais ça pourrait nous occuper une séance entière. Donc les points communs, c'est que ça offre tout un ensemble de réponses à des questions. Je pense que Thierry Ripoll, après moi, va expliquer exactement peu ou prou la même chose sur les croyances irrationnelles. C'est d'abord des réponses, c'est d'abord des recherches, sauf que là, les réponses, elles répondent à tout en même temps. Donc c'est assez efficace en fait. Il y a une obsession systématique de l'éveil des consciences, hein, on l'a très bien vu avec les propos conspirationnistes. Hein. Il s'agit de ne plus être un mouton, il s'agit de s'éveiller à la vérité vraie, tout comme ceux qui nous professent les énergies et tout un ensemble de choses comme ça. Il est bien question de s'éveiller à la nature cachée des choses. Un autre élément important qu'on retrouve systématiquement, c'est la défiance envers les connaissances établies, tout autant que la défiance envers les institutions scientifiques et politiques. Donc il y a une vraie défiance, il y a une vraie attitude de rebelle qui est un peu polymorphe en fait, qui est assez compliquée à saisir parce qu'elle ne dépend pas toujours des mêmes facteurs. Donc je ne vais pas plus rentrer là-dedans, mais on va explorer deux, trois pistes. Mais c'est une caractéristique systématique et commune. C'est extrêmement lié à la gestion d'incertitude, on l'a vu, puisque ça donne des réponses. Et très souvent, il y a quelque chose de l'ordre du refus du monde tel qu'il est, donc c'est ça, je l'ai écrit comme ça. On va le voir un peu plus en détail, c'est très intéressant cette dimension-là, parce que il y a un nouveau récit qui se pose sur le monde qui est pas la réalité, qui se moque finalement de la réalité, de la condition de vérité, de ce qu'on pourrait appeler la raison, hein, vraiment la raison des Lumières, hein, c'est-à-dire la capacité d'œuvrer par la raison à la constitution d'une connaissance qui est établie, c'est-à-dire sur des bases qui ont un sens pour établir les connaissances suivantes. Donc c'est ce que j'écris là, hein, la narration d'un autre monde. Il y a souvent une défaillance de la vision du monde, c'est-à-dire une incapacité à voir le monde parce qu'il est complexe, hein, donc il est trop compliqué à saisir et du coup voilà. Il y a une autre caractéristique qui est très intéressante pour nous, et je pense particulièrement pour ceux qui travaillent, GMP, Mivilude, etc. Ils sont très fanatiques des leaders charismatiques, des gourous, des inspirateurs, parce que c'est des sortes de nouveaux garants de la parole et de la connaissance. C'est eux qui vont instaurer la vérité et le savoir. D'ailleurs, on a une sorte de dévoiement, c'est plus la communauté,
Parce que finalement, la science, c'est d'abord la communauté, c'est-à-dire qu'on va se mettre d'accord sur un ensemble de méthodes qui nous permettent d'avoir un savoir, et là, finalement, d'un seul coup, ça, on balaye tout ça, c'est pas très important, c'est des personnes qui ont entrevu la vérité, qui savent, parce qu'ils ont regardé 3 vidéos YouTube, généralement. Donc c'est assez léger, hein, mais voilà, donc ils sont assez passionnés par ça. Donc là, c'est tout petit microscopique, effectivement. Donc ça a été une fois de plus décrit très largement dans la littérature. Ce rapport à une religion donc, qu'ils appellent hétérodoxe, des croyants occultes et ésotériques, c'est très lié aussi à une certaine forme de politique radicale et avec une science marginale, ou pseudo-science, comme il va être discuté cet après-midi, me semble-t-il. Voilà. Donc ils appellent ça des connaissances stigmatisées, c'est-à-dire des connaissances qui n'ont pas de rapport avec les connaissances éprouvées par la communauté. Voilà, donc on va passer assez rapidement, en plus c'est vraiment écrit tout petit. Donc les premiers papiers là-dessus ont commencé à émerger dans les années 2010, me semble-t-il, mais c'est des phénomènes décrits depuis les années 2000, hein, ces résurgences-là. Voilà. Et la dernière phrase, je la relève quand même parce que y a bien l'idée d'un rapport au monde différent dans cette pensée-là, hein, à la fois conspirationniste et spiritualiste. Et il explique de cette manière-là une manière participative ou magique d'habiter le monde. Alors oui, la formule est un peu littéraire, mais peu importe. Peu importe. L'idée est quand même là. Il y a quand même une idée où d'un seul coup on va pouvoir être acteur parce qu'on va se saisir de ces connaissances auxquelles on a accès, qu'on comprend et qu'on va pouvoir manipuler. On a l'impression d'un seul coup de savoir. Et il y a cette dimension magique dont on va voir qu'elle est aussi assez exaltante finalement, hein, parce que le monde n'est pas toujours super joyeux, on fait un peu métro, boulot, dodo, et puis d'un seul coup on a un truc un peu magique, on a des énergies, on a des complots secrets, les reptiliens c'est vachement plus glamour hein, que l'élection présidentielle. Hein. Enfin, faut voir ça aussi, c'est plus intéressant, c'est plus stimulant, c'est plus émotionnel. Donc voilà, et ça forge un peu tout un univers qui peut être finalement relativement bien rapproché, en tout cas si on s'inspire de ce qui s'est passé dans les années 60, de ce qu'on a appelé la contre-culture. Et ça va vraiment tout petit, effectivement. Donc cette résurgence, alors on a appelé ça aussi l'occulture, un mélange de culture et d'occultisme. Donc c'est toutes ces choses qui ont donné aussi les mouvements gothiques et voilà, qui mélangent les mouvements alternatifs autour des vampires, autour de tout un fatras comme ça, et qui mélangent souvent la culture pop et la culture underground, voilà, y compris les ovnis, hein, donc on a des grands spécialistes du genre, là on a vu pas mal émerger Silvano Trotta, vous avez peut-être vu sur les ondes, qui mélange allègrement les extraterrestres, les énergies. J'ai mis une petite phrase: va voir un professionnel en hypnose régressive ésotérique, il va te faire toucher ces êtres de lumière, et derrière tu verras qu'il y aura des reptiliens. Moi je peux la lire sans fin, cette phrase, elle est magnifique, enfin, je veux dire, c'est absolument génial. On a tous les étages en même temps compressés dans une seule phrase. Donc on a des reptiliens, il y a une théorie du complot, on a des êtres de lumière, on a une régression hypnotique ésotérique, dont je vois pas bien. À ce propos d'ailleurs, c'est très très amusant, je pense que vous avez tous entendu parler de ça, mais en ce moment il y a quantique à toutes les sauces. Hein. Alors là, dans le truc pseudo-science, c'est absolument génial, quoi. Mais il y a de la psychologie quantique maintenant, donc la psychologie des sous-particules, je ne vois pas bien. Enfin, j'ai quelques années d'études maintenant derrière moi, je ne vois toujours pas, mais voilà. Donc j'ai lu un livre, hein, une digression encore, j'ai lu un livre, hein, parce que du coup on se dit on va quand même regarder ce que c'est que la psychologie quantique. Ça consiste en fait à fermer les yeux et à méditer 5 minutes. Je vous assure, hein, je peux vous donner la référence, c'est assez magique. Hein, donc, et on peut faire ça par téléphone aussi. Hein, je vous le dis parce que ça peut être important. Enfin bref, voilà, digression terminée. Donc ce mélange-là très particulier, ça mélange à la fois des informations sur le corps et sur le monde, donc on voit bien que ça touche un champ de connaissances assez large, qui est très très satisfaisant hein, pour cognitivement. Une façon de voir ça, c'est de se référer à nos grands anciens qui ont pu tester maintenant un peu
un peu expérimentalement, ce serait une forme de réponse très spectaculaire à ce qui a été appelé au cours du temps l'aliénation par Marx, l'anomie par Durkheim ou la rationalisation par Weber, qui professait d'ailleurs le réenchantement du monde. Donc il y avait quelque chose où, aussi avec la naissance de l'ère industrielle, où finalement les vies sont un peu moins intéressantes et où on cherche à redonner du sens, mais aussi du glamour, un peu de sel à tout ça, quoi. Et ça serait une façon de voir les choses, et que cette contre-culture, comme la contre-culture des années 60 en littérature, etc., vient aussi de ce désir-là, de se réapproprier. Alors la contre-culture aux États-Unis, c'était de la poésie, hein, c'était des actes de vie. Là, c'est une sorte de fantaisie assez pop, hein, qui a irrigué nos séries télé et un certain nombre de choses. On a des grands super spécialistes de l'affaire, hein, David Icke, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un ancien footballeur. Il y a eu un très très beau mémoire fait dessus, où l'auteur de ce rapport, Nils de Jong, il montre à quel point il y a eu un mélange très, très, très acrobatique d'arguments scientifiques, entre guillemets pseudo-scientifiques, de récits personnels et de visions dualistes du monde, où il y a des âmes partout qui se promènent, hein. Donc je vous livre comme ça en pâture un peu ce qu'il arrive à mélanger, donc les reptiliens, les complots, la manipulation, le contrôle des esprits, des révélations spirituelles par un médium, la révélation d'une mission dans le monde qu'il doit effectuer, les liens avec les champs énergétiques et les médecines ésotériques. Donc on a un cas presque exemplaire de mélange de conspiritualité. C'est vraiment une sorte de melting pot où il met tout dans le même paquet. Donc là, la question arrivée à ce stade, c'est ok, bon, finalement c'est bien gentil ce qu'il nous raconte, ce monsieur, il y a des éléments comme ça ésotériques, il y a un sens à le croire, mais en fait, qu'est-ce que ça pourrait signifier? Et c'est là où arrive ce que les auteurs appellent depuis de longues années les systèmes monologiques. C'est-à-dire, finalement, ce qui nous intéresse, c'est pas de proposer des croyances de type non scientifique, des croyances ésotériques d'une part, des croyances complotistes d'autre part, mais finalement ce qui nous intéresse plus, c'est dans quel système mental ça rentre. C'est-à-dire comment on peut décrire correctement, avec la meilleure finesse possible, ce fait que certaines personnes sont portées et recherchent ce type de raisonnement et agrègent, peu importe finalement, même s'ils sont contradictoires, ces formes de savoir, je ne sais pas trop comment les qualifier, oui. Ah oui, sans problème. Il y a combien de systèmes mentaux? Il y a le système monologique et il y en a d'autres? Dialogique. C'est-à-dire, alors c'est ce que je vais décrire juste après, en fait, donc pas de problème. Il y en a que, enfin, sous cette forme-là, ça ne veut pas dire que c'est des formes de représentation d'une activité mentale. Ça ne veut pas dire que c'est... Parce que vous êtes tous maintenant, c'est devenu très très populaire, il y a le système à deux vitesses, vitesse 1, vitesse 2, là, vous avez vu passer ce truc-là. C'est devenu pratiquement un truc très populaire. Il y a le raisonnement intuitif, par exemple, et puis il y a le raisonnement réfléchi. Bon, ça ne marche pas en fait, mais c'est très très vendeur pour les livres. Mais c'est très moyen au niveau cognitif, ça ne marche pas tout à fait comme ça, mais ça se discute encore. Oui, c'est parce que vous êtes un psychologue expérimental. Oui. Les cliniciens ne diraient pas la même chose. Ah ben non, c'est pour ça que je ne suis pas clinicien. On pourra en discuter avec les cliniciens, il n'y a pas de problème. Oui. Donc, c'est des croyances, et elles s'organisent selon un système. Alors, pour ceux qui n'ont pas, c'est dommage, hein. Ah si, on a le retour. On a un truc un peu Seigneur des Anneaux, là. Donc, ça me fait vraiment penser à ça. Donc l'idée de ce système, c'est une vision du monde unitaire, donc ça répond à la question qui vient d'être posée, dans laquelle les croyances se rassemblent en un réseau de soutien mutuel connu sur le nom de système de croyances monologiques. Voilà, donc il y a l'idée d'une organisation qu'on va essayer de décrire, et qui suppose une sorte d'organisation supraordonnée par rapport aux connaissances qui sont évoquées. Un peu plus précis, ces systèmes ne parlent qu'à eux-mêmes, ignorent le contexte dans tous ses aspects, sauf les plus superficiels. Il y a vraiment cette idée qu'une fois que ce système est mis en place, il va s'activer pour certaines raisons. Là, par contre, les cliniciens ont des choses à dire après, sans problème, largement.
lorsqu'il va s'activer ce système, il va faire en sorte qu'il va créer des filtres en fait. Vous avez sûrement entendu parler de ce fameux biais de confirmation si vous vous intéressez un peu à l'esprit critique. Et bien c'est exactement ça qui se met en place à ce moment-là, c'est-à-dire que les informations vont être filtrées, ne va pouvoir rentrer dans ce système, d'où le terme de monologique, monologique, avec une seule logique, tout ce qui va rentrer. Ça ne veut pas dire que c'est fermé le système, ça veut dire que ça circule, mais ça circule avec un ensemble de filtres cognitifs qui font que tout se rattache à l'enchaînement logique favorable au système. Ça veut aussi dire que une théorie du complot renforce d'autres idées du complot. Donc là, ce qui est important, c'est renforcer. C'est-à-dire que ça va être cumulatif. C'est-à-dire plus on en trouve, plus on a l'impression d'en trouver, plus les autres deviennent saillants, plus tout devient logique. Plus les êtres de lumière, ça va, c'est pas un problème, on peut le mettre dedans, hein, puisqu'on nous a caché tout le reste. À partir du moment où on a accepté le début, on accepte la fin aussi. Et il y a ce renforcement systématique et qui pousse donc à accepter les autres croyances. Donc, comme je l'ai dit, c'est une organisation supraordonnée, donc qui pourrait être quelque chose de l'ordre, par exemple, pour certains, on nous manipule. Donc voilà, de Bill Gates à Big Pharma, j'ai mis parce que en ce moment, on était pas mal sur ces thématiques-là. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Avant, il y avait deux montants, comme dirait l'autre. Il y avait la commission Bilderberg, il y avait la trilatérale, il y avait tout un ensemble de gros groupes comme ça, très obscurs, qui existaient, mais qui n'étaient pas du tout obscurs à ce point-là. C'est deuxième chose intéressante, et à mon avis, c'est vraiment intéressant de voir ça comme ça. Les anglo-saxons appellent ça un mindset. C'est un état d'esprit, mais moi, voilà, c'est pour ça que j'ai mis configuration mentale. C'est vraiment comme un setup en informatique, c'est-à-dire on configure notre cerveau pour raisonner de cette manière-là. Donc ça suppose ce fameux lien systématique entre les éléments, et comme je l'ai dit au tout départ, on y revient, hein, une négation du hasard. C'est-à-dire, il y a forcément un lien logique, et les choses n'arrivent pas par hasard. Il y a une recherche en psycho XP et cognitive, il y a beaucoup de recherches sur l'attribution causale, c'est-à-dire la capacité de notre cerveau à envisager des suites logiques. C'est-à-dire ce qui s'est passé avant a donné telle chose, donc il se passera la même chose après. Le soleil se lève le matin, a priori, c'est de l'induction, hein, donc a priori si tous les matins le soleil se lève, demain il se lèvera aussi. Ma voiture se démarre tous les matins. Alors, il y a bien un jour elle va pas démarrer, mais normalement voilà, on a quand même des régularités, sauf que là c'est appliqué à l'ensemble des choses. Il y a tout est forcément lié. Alors comme je l'ai dit, c'est un système qui reste ouvert, mais très très filtré. Parce qu'un vieux collègue de Paris 10 s'appelait les filtres cognitifs, il leur avait donné un nom. Et ça pose aucun problème que ces croyances sont contradictoires. Il y a eu des recherches faites, en particulier sur les complots, où ils introduisaient, ils faisaient lire des éléments de complot à des gens, et même s'ils étaient contradictoires, ça ne les dérangeait pas du tout en fait. C'est pas le plus important dans leur système de pensée, qu'il y ait des contradictions, des superpositions, des choses qui ne vont pas ensemble. Donc ça c'est assez intéressant à voir aussi. Et comme je l'ai dit, et on revient à nos croyances spirituelles de tout à l'heure, c'est validé par ce qu'on appelle une autorité épistémique, c'est-à-dire quelqu'un qui va définir le champ de l'autorisation des croyances, c'est-à-dire des connaissances, pardon. Il va dire, ça c'est acceptable comme connaissance, vous avez le droit de penser ça, et puis ça c'est pas acceptable. Tout ce qui est inféodé au mainstream, au savoir commun, c'est pas vraiment acceptable. Voilà, donc c'est à peu près. Alors, on va rentrer un peu maintenant dans... On essaye encore 7 minutes, c'est bon ? 7. Oui, il faut m'arrêter au bout d'un moment. Donc je vais essayer d'aller vite. Désolé. Quand on étudie ce genre de phénomène, les auteurs catégorisent les... Oui, alors du coup ça m'a un peu troublé, j'ai raté ma transition. Je refais ma transition. À partir du moment où on a dit ça, on se dit de créer cet état d'esprit, ce mindset, ça répond forcément à un besoin. Voilà, il y a forcément des besoins cognitifs à mettre ça en place. Et les chercheurs, donc ce grand système monologique, qui soit de type ésotérique ou de type complotiste, ils ont séparé les bénéfices en 3 grandes catégories qui reviennent systématiquement dans les 20 dernières années de recherche. Les bénéfices épistémiques, existentiels et sociaux.
Donc épistémique, c'est tout ce qui a trait à l'organisation de nos connaissances. Alors ils ont évoqué pour ça par exemple un style paranoïaque, donc, qui fait qu'on a un peu peur de tout systématiquement. Donc ça serait un bénéfice direct pour répondre à ce style paranoïde de rapport au monde. On a la sensation d'échapper à la manipulation, donc ça répond à ce besoin-là. Ça nous fournit une plus grande clarté dans la lecture des événements. Et aussi, c'est plus difficile à cerner ce truc-là, mais une plus grande proximité des connaissances. Dans la mesure où ces connaissances-là, peut-être avez-vous essayé un jour, mais lire un article scientifique peut très rapidement faire saigner les yeux quand même. Enfin, ça peut être très très violent comme truc. Il y a beaucoup de statistiques, c'est très compliqué, c'est un vocabulaire souvent abscon. Donc voilà, on a des fois une vraie frustration d'accès au savoir, on a des revues de vulgarisation. Mais du coup, là, sur ces savoirs-là, c'est facile. D'abord, c'est souvent des mots du commun, mélangés souvent avec des mots scientifiques employés à tort et à travers pour donner une certaine force aux propos, mais c'est tout à fait anecdotique. Mais surtout, on se sent proche de ces choses-là, ça nous parle du quotidien, ça parle de nos problèmes quotidiens avec des mots du quotidien. Donc c'est plus proche de nous, ces savoirs-là. Sur le plan de vue existentiel, c'est-à-dire notre rapport directement à l'existence, c'est quelque chose qui est beaucoup étudié, malgré les apparences, depuis des années. Alors ça a été étudié en clinique, avec des psychothérapeutes comme Frankl, etc., sur la capacité de notre rapport à la vie, à la mort et à l'évolution de la vie. Mais ça a été aussi beaucoup étudié en psychologie expérimentale, sur le plan du sens, de la signification qu'on donne aux choses et à notre vie. Donc là, en l'occurrence, ça nous donne l'impression, par exemple, de maîtriser le futur, parce qu'on connaît les causes, du coup, tout est clair, c'est limpide. Une fois de plus, on a vu les êtres de lumière et qu'on sait qu'il y a des reptiliens qui dirigent le monde pour être le plus caricatural possible, tout devient clair, on sait ce qui va se passer après, c'est pas un problème. On a aussi cette capacité dans toutes ces pseudosciences d'avoir l'impression de repousser la mort ou la maladie. Ça devient beaucoup plus crédible, alors que les médecins, c'est beaucoup plus flou comme affaire, c'est compliqué, il y a des différentes sortes de médicaments, il y a des effets iatrogènes, il y a des études pas tout à fait toujours cohérentes entre elles, donc c'est assez compliqué. Là, on sait, c'est facile, les pierres magiques, ça rétablit les énergies, on est tranquille, quoi. Ça marche direct. On a cette sensation de connaître, et on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la même manière, un récit satisfaisant, un monde plus intéressant et qui a du sens surtout. Et on a du sens à participer à ce monde-là, on a un sens aussi, ça donne un sens à notre vie parce qu'on défend la vérité, on défend vraiment la vérité. Ce qu'on fait là aussi, on a donné un sens aussi quelque part, on fait œuvre si on vient faire des conférences parce qu'on estime que c'est important. Donc voilà, ils ont les mêmes besoins que nous, sauf qu'eux, ils ont été un petit peu dévoyés avec un récit parallèle. Et il y a toute une dimension sociale dans laquelle je ne vais pas rentrer plus que ça, mais sur le fait qu'il y a beaucoup de recherches qui montrent que ça valorise l'identité. Alors on pourrait dire, certains disent, il y a quelques années, ils disaient « ouais, c'est les gens qui ont une estime de soi très faible, et ils se mettent là-dedans ». En fait, c'est pas vrai, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont une estime de soi très haute, et justement, qui ont un style paranoïde, et comme ils ont une estime de soi très haute, ils pensent avoir raison sur tout le temps. Donc on trouve aussi des profils opposés. Il y a ce sentiment de communion, parce que les communautés autour de ces microcosmes-là sont très puissantes. C'est les analyses qu'on peut faire lexicales, par exemple, sur Twitter ou sur Facebook, montrent des convergences lexicales très très fortes, avec des communautés très redondantes, où ils se connaissent tous entre eux, etc. Donc il y a un vrai sentiment de communion, et toujours cette satisfaction de faire partie d'une minorité rebelle. Ça, c'est toujours hyper satisfaisant, dès la cour de l'école, c'est quand même vachement sympa. Donc voilà. Il y a quelque chose voilà, bon, j'ai pas trop le temps. Donc les effets qu'on peut déterminer en conséquence, c'est plus, malgré ce qui a été dit au cours des années, maintenant on revient un peu là-dessus, c'est pas un contrôle direct de notre environnement, mais c'est un contrôle indirect, en fabriquant un autre monde dans lequel on est un peu plus à l'aise. Et finalement, on ne veut pas trop savoir ce qui se passe à côté, c'est pas plus mal, quoi. C'est la création d'une culture propre qui nous permet d'avoir des amis aussi, ça permet des discussions sur Facebook, etc. Et sur les réseaux parallèles, Reddit, 4chan, 8chan, puisque c'est là qu'est né QAnon. Les plus anciens connaissent peut-être pas ces forums-là parce qu'ils ont été beaucoup squattés par les plus jeunes.
Mais QAnon est né sur 4chan et ensuite s'est développé sur 8chan, qui sont des forums très très libres où il n'y a pas très peu de modération. Voilà, donc QAnon, c'est ce qui a débuté comme étant des questionnements autour d'une élite pédophile, sataniste, qui œuvrerait en souterrain, et entre autres à New York, et qui enfermait à l'époque des enfants dans une pizzeria new-yorkaise. Ce qui a valu à la pauvre pizzeria de se faire braquer par un type avec un kalachnikov qui voulait libérer les enfants, mais ça c'est une autre affaire. Et surtout, on a beaucoup de choses maintenant autour de la narration de soi et de la narration du monde. Et on voit que c'est un véritable effet, y compris la menace sur ces choses-là. On va recomposer la narration de soi, la narration de son passé, qui on est, ce qu'on veut devenir, etc. Et cette partie, alors pour le coup, là, clinique, la capacité de mettre en récit ce qu'on est et le monde dans lequel on vit, ça s'avère très très important pour une partie de notre équilibre mental. Et ça satisfait parfaitement à ce besoin-là. Alors les points d'entrée, je vais aller très très vite, il ne doit plus me rester beaucoup de temps. Mais ce qu'on constate dans la recherche, c'est qu'on a des points d'entrée assez réguliers de gens qui tombent là-dedans, comme on dit, mais ça, ceux qui travaillent sur les dérives sectaires, ou même sur la radicalité, parce qu'on a fait quelques articles sur le fait que structurellement, c'était vraiment très très semblable, les rentrées dans les pensées extrêmes, quelles qu'elles soient, que ce soit une entrée en secte, dans une radicalisation de type terroriste ou n'importe laquelle, les processus étaient les mêmes. Bref, ce qu'on constate avec toute la littérature mondiale sur le sujet, il y a des pavés invraisemblables, vous n'imaginez même pas le volume, c'est des centaines et des centaines de pages là-dessus. Mais on trouve finalement, c'est toujours des transitions de vie, c'est des échecs sociaux, amoureux, c'est de l'ennui, un peu de l'ennui existentiel, un manque d'intérêt, ou un sentiment général d'être dépassé, que le monde il va sans nous, quoi, ce que je disais tout à l'heure, l'aliénation, anomie, c'est-à-dire ce truc qu'on est un peu en retrait. L'anomie se mesure, par exemple, on a des outils maintenant assez relativement fiables sur le fait de ne plus avoir de normes, d'avoir l'impression que tout nous échappe, que la vie n'a pas de sens, etc. Donc c'est autant une quête de signification, un échappatoire qu'un recherche de contrôle de vie. Et on voit bien que là, on a un superbe point d'entrée pour tous les vendeurs de miracles, de bonheur, etc. C'est vraiment, c'est pain béni, quoi. Donc c'est vraiment ça. On a des gens maintenant qui travaillent, par exemple, sur ce qu'on appelle les compétences de vie, life skills. C'est un Québécois qui s'appelle Preben Bertelsen, qui essaye de travailler ça en amont, c'est-à-dire il se dit finalement là c'est un peu tard, ce qu'il nous faut c'est que les gens apprennent à considérer tous les éléments, tous les caractéristiques de notre vie et se l'approprient. Donc il travaille là-dessus avec une sorte de roue, de compétences qu'il faut acquérir sur se projeter dans le futur, sur savoir qui on est, savoir définir les autres, etc. etc. Donc là, on a vraiment quelque chose d'outillé. Il y a une autre façon de voir les choses avec laquelle je voudrais finir, qui est issue de recherches relativement récentes, qui est l'idée que c'est très très proche de l'addiction. On a des phénomènes à la fois neurologiques et à la fois psychologiques très très proches, d'une vraie satisfaction. Et on trouve d'ailleurs des titres dans les journaux, là c'était un titre de l'Express, comme une désintox. C'était quelqu'un qui est sorti des théories du complot. Moi, j'ai lu ça aussi dans les cult studies aux États-Unis, c'est-à-dire les études sur les sectes, qui sont très fréquentes aux États-Unis, ou les sorties des groupes d'extrême droite, qui sont là aussi un gros sujet d'études aux États-Unis. Et en fait, donc, comme une désintox, pourquoi ? Parce que simplement, toute votre vie devient régulée par l'objet de votre connaissance, c'est du début de la semaine à la fin de la semaine. Tout n'est plus que ça, donc je ne vais pas me répondre là-dessus. Ils arrivent à faire ça aussi bien en clinique que jusqu'au processus de radicalisation. C'est-à-dire on a travaillé sur les processus d'obsession idéologique pour les radicaliser. Voilà. Les remèdes très rapidement, parce que je pense qu'il y a des spécialistes meilleurs que moi. Ce qu'on constate dans tous ces phénomènes-là, c'est que du fait de la solidité, celui qui est vraiment ancré dans cette dimension-là, dans ces systèmes monologiques, donc auto-référés, qui sont auto-ajustables, c'est quasi impossible de faire sortir quelqu'un de ce système-là. Ce qu'on a constaté au fil des années, c'est globalement, il y a deux éléments qui permettent d'en sortir. Soit il y a un élément dans le système qui merde. Par exemple, vous êtes avec un groupe et il y a une des personnes qui décède, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est une cause de sortie du groupe, parce qu'on se dit, ça marche pas en fait, finalement. Ou alors, il faut que la personne, pour X raisons, trouve un autre paradigme.
Et par exemple, pour les radicaliser, ils se sont aperçus qu'en mettant beaucoup de pognon et en leur donnant un travail, et en les accompagnant, bah, ça marchait. C'est le truc de radicalisation, on parle avec eux, ça ne marche pas. Donc voilà, ils ont fait ça par exemple avec les tigres d'amour, des choses comme ça. Voilà. Alors merci Thomas. On va donner la parole au public. Donc avez-vous des questions ou des informations complémentaires? Quelle différence vous faites entre une pensée conspirationniste ou irrationnelle et un délire au sens psychiatrique? Alors d'abord, je ne suis pas clinicien, donc je suis expérimentaliste, mais en fait, pour moi, c'est fondamentalement différent parce que le délire, comme on dit, il a plus du tout de rapport au réel dans le sens où il n'est plus capable de mettre en œuvre le réel, ce qui n'est pas le cas des conspirationnistes. Ils cherchent une réponse à une question, et sauf que la manière d'obtenir leur réponse, comme je l'ai dit, est dévoyée. Le psychotique au sens large, c'est-à-dire celui qui est victime de délire, de bouffées délirantes, lui, c'est à l'insu de son plein gré. Le monde va s'imposer à lui. Faut lire les vieux textes qui décrivent. Je me souviens d'un vieux texte qui s'appelait Les Farfadets de Berbiguier de Terre-Neuve-du-Thym. Ça ne s'invente pas comme nom. Et il parlait de ces farfadets qui étaient partout dans sa maison. Mais il les voyait. Donc là, on n'est pas, des conspirationnistes ne sont pas comme ça. Certains, il y a 2-3 qui sont, à mon avis, limites. Ils sont un peu borderline. Parce qu'ils voient des extraterrestres partout, par exemple. Mais c'est tout à fait à la frange. Tout comme dans les terroristes, il y a quelques cas cliniques. Mais c'est très rare. C'est vraiment des éléments... je pense qu'ils n'ont vraiment rien à voir. Les conspirationnistes, ils veulent comprendre le monde. Et ils imposent au monde une vision particulière qui est structurée, qui est élaborée, qui est parfois très très complexe. Certaines théories du complot sont redoutablement complexes. Donc celui qui est en situation de délire, le délire s'impose à lui. C'est à mon avis un tout autre problème. Alors moi j'aurais une question, je ne sais pas si ce sera la dernière, ce n'est pas moi qui tiens le timing. Ma question c'est, où est la frontière entre l'homme libre et le mouton? Puisque je l'entends à longueur de journée. Est-ce que tu as une idée Ah oui, mais on a 4 heures là. C'est horriblement compliqué comme question. On discutait de ça, j'avais fait une conf sur les complots et on discutait de ça. Est-ce que être conspirationniste, est-ce que ne pas être conspirationniste, c'est ne voir aucun complot? Il y a des complots. Il existe des complots, il y en a eu plein. Ils ont tous été finalement révélés. Donc la mentalité conspirationniste, c'est pas de dire il y a des complots, c'est de dire que tout est organisé selon un complot. Alors là, c'est pareil, mouton et homme libre. Mouton, il y a un moment donné, on va attribuer le fait qu'il y a une vérité autre et que personne ne souhaite la suivre, en fait. Je pense qu'il faut revenir vraiment à la méthode d'appropriation des connaissances. C'est ce dont on discutait, ce dont on va probablement encore discuter. C'est-à-dire, si on veut être un homme libre, soit, si on veut faire... C'est sur les réseaux sociaux, faites vos propres recherches, quoi. Ok, faites vos propres recherches, il n'y a absolument aucun problème. Mais dans ce cas-là, il va falloir apprendre aux gens ce qu'on appelle des compétences analytiques, c'est-à-dire d'être capable de faire preuve d'une mission cognitive, d'abord, c'est le premier élément, c'est-à-dire de ne pas se fier à la première chose qu'on rencontre sur Internet, mais se dire, voilà, je vais me mettre en balance avec d'autres éléments, je vais prendre d'autres informations, je vais accepter le fait qu'il y ait des informations contradictoires avec ce que je pense. Donc si on veut être un homme libre, allons jusqu'au bout de l'homme libre. Mouton, c'est pas celui qui a vu un truc et qui le suit aveuglément, parce qu'on pourrait leur renvoyer exactement la même chose. Est-ce que tu es plus libre que moi? Est-ce que tu es plus mouton que moi? Moi, j'aurais tendance à dire c'est des moutons, ils vont suivre un leader, ils vont suivre quelqu'un qui leur a dit, ils vont suivre François, ils vont suivre Sibano Trotta, ils vont suivre 2-3 gourous autoproclamés comme ça. Donc la notion de mouton, c'est pour ça, si on veut sortir un peu du débat, il faut revenir à comment on établit nos connaissances, à mon avis. Oui. Moi, je pense que pour répondre à la question, il faut définir ce que c'est un mouton et définir ce que c'est la liberté selon quel point de vue, d'un point de vue de la philosophie ou de la psychologie. La question, elle est intéressante, mais je pense qu'il faut définir... Elle est très intéressante. Après, ce que c'est qu'un mouton, je ne vois pas bien, en fait. Ça serait quelqu'un qui suivrait un autre. On est bien ça, c'est qu'il y a un berger. C'est quand même une image vachement chrétienne. Donc déjà, ça veut dire que tous les chrétiens sont des moutons. Ça ne marche pas. Ça marche pas du tout, en fait, comme système. Il y en a qui suivent les gourous. Alors, il y en a qui suivent les gourous, aveuglément. Alors, ce serait ça. Mais dans ce cas-là, effectivement, il y a des moutons non conspirationnistes. On pourrait estimer que certaines personnes qui suivent aveuglément des hommes politiques sont des moutons. Est-ce qu'un enfant qui suit ses parents, c'est un mouton? Pareil. Donc, l'éducation à l'esprit critique.
L'esprit critique, c'est la capacité à mettre, à partir de ce qu'on appelle de compétences analytiques, on met en relation les éléments entre eux. Voilà. Mais oui, c'est évidemment la grande question du moment. Et qui est un mouton? Et Là, de qui? là, on a une question. Est-il possible d'empêcher l'entrée dans un système monologique? Comment? Alors justement, je reviens à ce que je disais, c'est ce dont on s'est aperçu, on reviendra à la question, parce qu'il y a une autre question là-bas. Je reviens sur mes compétences analytiques, j'en fais pas une obsession, mais on s'est aperçu que la plupart des études montrent que pour limiter l'entrée, alors ça a été beaucoup fait par les gens qui font de l'esprit critique, hein, qui font de l'inoculation comme ça, de complot, etc., qui voient un peu comment ça fonctionne. C'est très cognitif, hein. Donc cette capacité à mettre en rapport les connaissances et à accepter d'aller suivre une logique d'appropriation des connaissances, c'est à mon avis la meilleure parade, hein. On l'a fait avec les écoles, hein. Il y a des choses qui se font beaucoup maintenant dans le système scolaire où on apprend cette démarche-là. Donc ça va de la littératie numérique, par exemple, au fait par exemple, de comprendre d'où viennent les informations, comment elles sont constituées, mais aussi au fait de ne pas se fier à la première information, d'où le fait que je parlais tout à l'heure d'inhibition, c'est-à-dire de ne pas dire je vais prendre la première information qui vient parce qu'elle est vraie, je vais regarder, je vais aller chercher derrière, je vais aussi trouver des informations contradictoires, je vais vérifier mes sources. Donc voilà, mais ça se regroupe beaucoup, et effectivement les gens qui ont des capacités analytiques faibles, là encore ça se mesure, hein. Il y a des tests qui sont des tests très très cognitifs à base de mathématiques, à base de jeux mentaux, donc ça se mesure, on peut mesurer les compétences analytiques d'une personne, c'est fortement relié à ce genre de type de pensée, d'état d'esprit conspirationniste. Il y a une question. Oui, absolument. Oui, moi, du coup, c'est pour rebondir sur ce qui avait été pu dire, donc autant sur les questions que sur les réponses que vous avez apportées, notamment sur cette idée de mouton, enfin bon, voilà. Je verrais ça plus sous la masse, ce sentiment justement de se confondre à la masse et à l'opposé de s'en détacher, de pouvoir exister, de pouvoir... peut-être... se distinguer. Se distinguer, oui. Se détacher d'une certaine loi. Je ne parle pas de la loi, je ne parle pas du droit, je parle de quelque chose de plus abstrait, pour le coup, de la masse, finalement, de ce qui est fait dans la masse et de ce qu'on voudrait faire autrement. Pourquoi j'en arrive là? C'est les compétences analytiques que vous mentionnez. Le bien penser, moi j'appelle ça le bien penser. Je trouve ça peut-être important, même aujourd'hui, qu'on revienne à ce bien penser. Et bon, la science a son intérêt à jouer là-dedans. Après, à l'opposé, on peut également penser justement à la pensée scientiste, qui élève justement la science à un dogme qui écraserait toute autre pensée aussi. Vis-à-vis de ça, voilà, comment formuler une question là-dessus? C'est un peu pour raisonner avec vous sur ça. Alors, ouais, bon, on peut se lancer là-dedans, ça va nous prendre du temps aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'on a une école de pensée qui a été qualifiée en France de postmoderniste, hein, Derrida, Deleuze, Foucault, etc., qui ont eu des idées passionnantes. Néanmoins, il y a quand même, après, on a eu Boudon aussi qui nous a mis en garde contre une certaine forme de relativisme. C'est-à-dire, il y a un moment donné, dans la constitution des connaissances, hein, on a tous en mémoire un peu le trilemme d'Agrippa, c'est-à-dire quand on a une connaissance, comment on justifie cette connaissance? Il faut soit une connaissance antérieure, soit c'est tautologique, soit on décide, en notre âme et conscience, qu'on a décidé qu'il y avait une autorité devant qui avait dit quelque chose, Dieu par exemple, ou Jacques Derrida. C'est tout à fait possible, c'est pas un problème. Ou moi par exemple, hein, qui suis encore meilleur, évidemment. Mais donc j'ai pas de problème avec ça. Ils produisent un savoir. La question est vraiment de s'interroger sur scientiste, ok, on veut bien. Mais c'est une méthodologie, c'est-à-dire l'idée c'est que nous on n'a pas raison. Ni Thierry qui est scientiste aussi comme moi, on n'est pas sûr d'avoir raison. On fait une science cumulative, c'est-à-dire qu'on additionne des choses, on ne donne pas un avis définitif. Là, ça donne l'impression, parce qu'on est dans une atmosphère de conférence, donc je vous transmets un état des lieux à un moment donné. Mais je pense qu'il y a vraiment, il faut relire Popper, il faut relire Kuhn, Lakatos, on pourrait faire tout un tas de choses que là-dessus. Mais il
c'est vraiment cette notion-là. Quand on a ce discours postmodernisme de relativisme, finalement, il y a d'autres formes de savoir que la science, les chiffres c'est mal, les statistiques c'est ok, je l'entends, je veux bien qu'il y ait d'autres formes de savoir, mais dans ce cas-là c'est d'autres formes, c'est pas un problème, ça va stimuler notre intellectuel, moi je lis des anthropologues, je lis plein de choses, c'est d'autres formes de savoir, mais certains respectent des méthodologies scientifiques, c'est-à-dire qu'ils mettent en contradiction. Ils utilisent des formes outillées. Et certains, non, ils donnent leur avis. Il peut être génial, leur avis, hein, mais c'est leur avis. Ils sont une réflexion, c'est une réflexion intellectuelle comme ça. Donc, franchement, j'ai aucun problème. Hein. Ces gens-là, je les lis, et avec passion. Mais il faut vraiment discuter de la nature de ce savoir-là. Franchement, il faut en discuter, savoir si on peut vraiment traiter les gens de scientistes. Si on est vraiment scientifique, on n'est pas obtus, c'est pas possible, c'est théoriquement pas possible. On sait que les paradigmes changent, on sait que ça évolue, et on sait que si moi je publie une étude, là, dans 3 jours, elle peut être contestée, et tant mieux, c'est ça que je cherche. Donc moi j'ai que des doutes, j'ai pas de certitude. Au bout d'un moment, au bout de 20, 30, 40 ans, toutes les études de tous les pays, de tous les chercheurs, comme en médecine, disent la même chose, je me dis que par exemple l'aspirine c'est pas si mauvais, ça peut à peu près fonctionner. Ça m'assure pas que jamais un jour on nous trouve qu'il y a un effet problématique à l'aspirine. Mais voilà, donc mais après cette discussion, oui, c'est pas une discussion à part je pense, mais elle est très intéressante, fondamentalement. Il y a encore une question qui pousse du côté du... Je sais pas, j'entends parler quelqu'un d'autre. Alors il y a une question qui pousse du côté de ceux qui sont en visioconférence. Alors la question est la suivante. Alors, est-ce que l'école apprend à analyser les informations? Est-ce que la faculté de médecine apprend les futurs médecins à remettre en question ce qu'elle apprend? Alors, j'ai une réponse apparemment d'un médecin quelque part, mais on aimerait avoir la réponse de... Alors, la réponse pour l'école, oui. Alors, oui et non. Jusqu'à présent, j'aurais dit que jusqu'à une époque assez récente, si on en croit simplement les archives, hein, moi je ne suis pas spécialiste en éducation, néanmoins je suis dans un certain nombre de coteries autour de l'esprit critique, donc je trouve ça particulièrement passionnant. Je fais des interventions dans les écoles, donc il y a un certain nombre de stratégies qui se développent, qui se sont développées au cours des années, et qui cherchent à apporter ça justement parce qu'on s'est aperçu que c'était les meilleurs prédicteurs parmi les meilleurs prédicteurs pour empêcher ce genre d'idée de naître, c'est-à-dire d'habituer les enfants à ça. Donc ça va de ce qu'ils appellent les DVP, les discussions à visée philosophique. Donc on fait ça. Alors moi j'ai fait ça avec des philosophes. Voilà, on prend un problème précis et on discute avec la versant philosophique et avec des recherches en psychologie. En psychologie en l'occurrence expérimentale. Mais voilà, on s'interroge. Une fois de plus, on n'a pas de réponse, on pose un problème et on leur apprend que c'est pas forcément la première intuition qui est la bonne, mais que c'est peut-être la deuxième, la troisième, et puis peut-être que les intuitions sont pas bonnes du tout. Et que cette histoire de bon sens, c'est juste un mensonge éhonté que veulent nous vendre. Mais il suffit d'un peu de bon sens. Ben non, il suffit pas de bon sens. Le bon sens, il a fait des morts, quoi. Faut arrêter avec le bon sens, quoi. Il faut aussi des fois se fier à des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont élaboré des pensées complexes sur des problèmes complexes, voilà, et voilà. Donc, et pour la médecine, alors là, je ne donnerai pas mon avis, je pense qu'il y a des médecins qui peuvent le dire, je vois absolument pas pourquoi il y aurait des médecins qui ne seraient pas un peu fermés cognitivement et d'autres très ouverts. Voilà, j'espère que la majorité des médecins sont capables d'appréhender des nouvelles informations, etc. Mais on a bien vu que certains médecins, au cours des années, on l'a vu avec certains problèmes autour de l'homéopathie, etc., proposaient des thérapies qui peuvent être sympathiques, mais qui n'ont jamais démontré aucun effet bénéfique, si ce n'est sur des gens qui vont déjà bien au départ, quoi. Ta réponse est conforme, je dirais, ou en phase avec une personne qui a fait médecine, justement, qui nous explique que les critiques fait partie de la méthode, la méthode de travail à la fac de médecine aussi. Ça devrait l'être, en tout cas. Bien. Oui, ben écoutez, en tant que... dernière question, parce que... Oui, je ne voudrais pas clore le débat, puisque simplement, il me vient à l'esprit, comme tout on veut, faire tout rentrer dans la monologie, dans un seul système. On court un autre risque, on risque de remplacer un autre complotisme
En ce sens qu'il ne faut pas confondre le domaine de la pensée et le domaine de l'action. Ce que nous réprouvons ici même, enfin que nous essayons de combattre, ce sont des comportements, certains comportements dangereux pour la société. Après tout, les croyances, c'est bien trop vaste, c'est bien trop... On ne peut pas mettre toutes les croyances dans le même sac. Et toutes ces croyances donc, que vous avez évoquées ne conduisent pas toutes aux actions que nous condamnons, au terrorisme, aux déviances, aux intentions, qui sont des... C'est sur le plan du comportement que nous condamnons ces actions. Et après, les pensées ne mènent pas toutes à ce type d'action. Il faut faire la différence entre les pensées des uns et des autres, qui sont très vastes et qui sont aussi très complexes, et puis des comportements que nous devons dénoncer, qui sont prévus par le législateur, qui sont des délits, qui sont des crimes, et c'est cela qu'il nous faut combattre, et pas essayer de mettre dans le même sac tous les individus qui auraient des... Enfin, je ne veux pas être trop long, puisque je suis le dernier. Non, alors, d'une part, je suis d'accord avec vous. La vision que j'ai proposée aujourd'hui, c'est une vision heuristique, c'est-à-dire c'est destiné à représenter une situation qui a un vrai intérêt parce qu'elle existe et qui représente des individus. Voilà. Ça ne veut pas dire que tous les individus sont comme ça. Ça, c'est la première partie de la réponse. Ensuite, est-ce que le comportement suit le déclaratif ? Alors les psychologues sérieux vous diront non, c'est absolument pas vrai. Je veux dire, on interroge des gens, ils font autre chose après. Ça se voit très bien en politique, par exemple. Donc non, je n'infère pas l'idée que les gens qui développent ce genre de système de pensée, pas plus que tous les religieux du monde, deviennent des êtres violents, pas du tout, du tout. D'ailleurs, il y a plein de radicalisés qui sont très radicaux dans leurs idées, qui ne passeront jamais à un acte violent. Et c'est l'immense majorité. Ceux qui passent à l'acte terroriste sont très très minoritaires. Il y a peu de croyants, ceux qui sont des terroristes. Ils sont très pauvres en croyance. Ah oui, ils sont carrément assez minables d'après mes collègues qui sont arabophones. Oui, c'est assez, enfin pour ce qui est des djihadistes en tout cas, c'est assez catastrophique, oui, leur niveau de croyance religieuse. Donc voilà, ce passage à l'acte, c'est une problématique à part, quoi. Donc il ne s'agit évidemment pas de stigmatiser et de dire que parce qu'on a une croyance, alors on va gêner la société. Néanmoins, si on regarde des éléments comme QAnon ou comme les antivax, on a constaté des vrais comportements violents à l'intérieur de ces structures-là. Je veux dire, ils ont détruit des centres, QAnon est classé sur la liste des terroristes par le FBI parce qu'ils ont déjà attaqué plusieurs choses, dont le Capitole. Donc c'est pas non plus bénin. C'est-à-dire entrer dans ces systèmes-là, avec tout le côté monologique, donc totalitaire, potentiellement totalitaire, ça donne une porte ouverte à un comportement violent. Mais ça ne veut absolument pas dire que tous les gens qui le possèdent, très loin de là, vont arriver à ce comportement violent-là. Je m'en défends totalement et j'espère ne pas avoir transmis ce message-là. C'est pas ça que je veux dire. Mais voilà. Mais c'est un terreau fertile. Voilà. Très bien, merci Thomas. Et on va l'applaudir.